C'est la brigade du tigre. Jean Solomides, 1911-1979. Le docteur Jean Solomides, qui est aussi un personnage tout à fait, je me répète, fatalement, encore un personnage hors du commun, et qui a une destinée également extraordinaire, et qui nous met là aussi face à ces problèmes de sclérose d'une société, de blocage de toutes sortes, et finalement d'une sorte d'impossibilité d'évoluer harmonieusement. Certains ont dit que la France était un pays incapable d'évoluer, je finirais par croire que c'est vrai, et qui finalement ne se change que par la Révolution. J'ose espérer que ça ne sera pas toujours vrai, mais tous ces cas illustrent ce fait que le novateur, sans doute dans beaucoup d'endroits, mais en France particulièrement, ne parvient pas à faire admettre ces innovations. Alors Jean Solomides est né à Chypre en 1911, à une époque où l'île de Chypre est une colonie britannique. Voilà donc un homme qui est de culture grecque, de nationalité britannique, et qui choisit la France pour remplir sa vocation, qui est celle de médecin. Mais de médecin chercheur, plus que praticien, c'est la recherche en médecine qui l'intéresse. Il choisit la France pour deux raisons. Parce que la France a une double réputation, méritée ou non, l'histoire jugera, qui est celle d'être le pays de la liberté, et qui est aussi le pays où la médecine a fait des progrès. Donc, Solomides pense que c'est le pays qui convient à ce qu'il veut faire, et il vient donc étudier en France. Lorsque, à la fin de la guerre, donc, il monte à Paris, il aura son diplôme de médecin, mais, alors il faut ici ouvrir une parenthèse sur quelque chose qui est tout de même une aberration, c'est qu'il va être médecin de l'université et non pas médecin de la faculté. Les connaissances demandées sont les mêmes, le diplôme a la même valeur. Mais, avec cette différence importante, c'est que, n'étant pas médecin de la faculté, il ne peut pas s'inscrire à l'ordre des médecins, il ne peut pas exercer la médecine. Ce qui aura des conséquences très graves par la suite, mais sur le moment, ça ne l'inquiète pas, puisque ce qui l'intéresse, c'est la recherche, et non pas la pratique de la médecine. Donc, il n'y attache pas grande importance, il a son diplôme de médecin, et il va pouvoir se consacrer à ses recherches. Il entre au CNRS, peu de temps après, il est détaché à l'Institut Pasteur, où il va travailler pendant plusieurs années, et point important également, c'est que c'est dans le cadre de son travail à l'Institut Pasteur qu'il va faire sa découverte très importante de ce qu'il appelle d'abord les peroxydases et par la suite les physiatrons synthétiques lorsqu'il aura mieux compris leur fonctionnement. Il s'inspire des thèses du savant allemand Warburg qui assimile les cellules cancéreuses à des microbes anaérobies, c'est-à-dire à des microbes qui vivent sans oxygène, et considère donc que l'oxygénation permet de tuer les cellules cancéreuses. Et le mode opérationnel, je résume bien entendu, des physiatrons synthétiques de Solomides, c'est d'apporter à l'organisme un supplément d'oxygène qui va être néfaste aux cellules cancéreuses. Il les cible et il les détruit. Donc c'est pas un produit qui a une action générale sur l'organisme. Il va directement sur l'ennemi. Toujours dans le cadre de l'Institut Pasteur, il commence ses expérimentations sur les animaux pour voir d'abord s'il n'y a pas évidemment de toxicité, d'effets secondaires qui seraient néfastes, il n'y en a pas d'ailleurs, et si les effets positifs confirment l'hypothèse de départ. Il n'a pas terminé ses expériences, il sait déjà qu'il n'y a pas de toxicité, mais il n'est pas encore complètement certain d'un effet positif suffisant pour vraiment dire que c'est un médicament anti-cancer, lorsqu'il apprend que son père, qui est à Famagouste, son père qu'il adore, est atteint d'une tumeur cancéreuse du foie qui est à un stade presque de dernière. Et d'ailleurs, les médecins considèrent que son père est perdu. Alors Solomides est affolé,
et se dit, bon, bah, il risque le tout pour le tout, et il envoie à son père ces physiatrons synthétiques. Il sait qu'ils ne sont pas toxiques, c'est déjà évidemment capital. Et puis, il tente l'expérience, finalement, c'est pas lui qui l'a décidé, c'est le destin qui lui impose, mais pour tenter de sauver son père, in extremis, il envoie ses physiatrons synthétiques, et en quelques semaines, la tumeur de son père est guérie. Alors, c'est fantastique, double joie immense pour Solomides. D'une part, il sauve son père, c'est merveilleux, et deuxièmement, il a une preuve de l'efficacité, surprenante d'ailleurs, à laquelle il osait à peine croire, de ces physiatrons synthétiques. Et là encore, on va retrouver chez Jean Solomides cette forme de naïveté dont j'ai parlé à propos de plusieurs chercheurs. J'ai trouvé un remède fantastique, tout le monde va applaudir, tout le monde va s'extasier, à commencer par mes collègues de l'Institut Pasteur et mes supérieurs. Et alors, premier grand désenchantement, ça va pas du tout. Alors déjà, Jean Solomides s'était fait remarquer d'une façon un petit peu désagréable pour ses supérieurs. À la suite d'études sur la glycérine, il avait montré que les vaccins ne donnaient qu'une immunité très passagère. Ça ne colle pas du tout, naturellement, avec la politique de l'Institut Pasteur qui tire de l'industrie des vaccins l'essentiel de ses ressources. Alors on avait un petit peu l'impression qu'il crachait dans la soupe. Monsieur Solomides, c'était pas tout à fait le moyen de se faire bien voir. Et voilà que de surcroît, il prétend avoir trouvé un remède anti-cancer dont, à part lui, personne n'est au courant dans la maison et qui n'entre pas, semble-t-il, dans la stratégie de l'Institut Pasteur. Et on ne veut pas entendre parler du tout des physiatrons synthétiques de Solomides. Alors évidemment, sans doute a-t-il manqué de diplomatie, sans doute a-t-il, sous cette passion du découvreur, voulu brûler les étapes. Il eût été sans doute de meilleure politique de faire entrer ses travaux sous la houlette d'un grand patron de la maison qui se serait probablement accaparé une bonne partie de la gloire de la découverte. Mais enfin bon, ça ce sont des procédés de basse politique qui n'entrent pas beaucoup dans l'éthique de Solomides. Il a trouvé, pour lui c'est l'essentiel. Et on retrouve, je répète, cette attitude qui est d'ailleurs légitime, qui est tout à fait compréhensible, du vrai novateur qui a la preuve qu'il a découvert quelque chose de capital que d'autres n'ont pas trouvé avant lui et qui n'a plus qu'une idée, c'est de la faire connaître au monde, pour que le monde en profite, bien sûr. 1947, Jean Solomides découvre les physiatrons synthétiques, poursuit ses expériences pendant presque 2 années. 1949, c'est le drame paternel de la tumeur du foie et l'expérience imposée par le destin qui fait que Jean Solomides sauve son père grâce aux physiatrons synthétiques. Ensuite, il essaie immédiatement de faire reconnaître et approuver sa découverte. Et en 1950, on voit que tout ça est très rapide, il est tout simplement jeté de l'Institut Pasteur, jeté du CNRS sans aucune raison valable. On ne veut pas entendre parler de Jean Solomides et de ses découvertes et de ses travaux. On ne veut pas. Pourquoi? J'ai les propositions de réponse, mais ça semble plusieurs du reste. Mais après tout, c'est pas à moi de répondre. Il faudrait poser la question à l'Institut Pasteur. Alors, Solomides, c'est un battant. C'est lui aussi un audacieux, un dynamique, un homme déterminé, qui est conscient de sa valeur et de la valeur de ce qu'il a découvert et qui n'accepte pas. Et puis alors, sur le moment, il ne se rend pas compte de la gravité. Je dis, bon, on me jette, peu importe, j'ai trouvé, c'est l'essentiel, et maintenant, je vais entrer dans un autre laboratoire où je vais pouvoir travailler. C'est là où il se trompe. Parce que le téléphone, ça fonctionne très bien. Puis c'est un gros avantage, le téléphone. C'est qu'on peut discréditer quelqu'un sans laisser aucune trace. Et on lui barre la route partout. Il ne trouve pas d'endroit où travailler. On ne le reçoit nulle part.
Alors là, il comprend que le terrain est miné sous ses pas et que, quelle que soit la valeur de ses diplômes, de ses compétences, de ses découvertes, mieux ou pire, ça se retourne contre lui. Et il n'est plus question qu'il trouve un endroit dans le milieu scientifique français institutionnalisé de place, d'endroit où il va pouvoir travailler. Alors que fait-il? Il fait ce qu'ont fait d'autres à sa place, ce qu'a fait le Ribot à sa manière, c'est-à-dire qu'il va créer son propre laboratoire. C'est ce que font les gens qui ont cette force de caractère, c'est qu'au lieu de baisser les bras, ils prennent le taureau par les cornes. Et on ne veut pas de moi, peu importe, je suis sûr de ce que j'ai trouvé, je suis sûr de l'efficacité de ma découverte, je vais moi-même essayer de mettre les choses en route. Et c'est ce qu'il fait. Alors, il crée son laboratoire à Sceaux, et à partir de ce moment-là, il va se déclencher quand même quelque chose, parce qu'il faut quand même préciser une chose, dont certainement d'ailleurs beaucoup de gens se souviennent aujourd'hui, c'est que à un moment donné, tous les Français ont connu le nom de Solomidès. Il y a eu une période de succès médiatique, qui a pu d'ailleurs l'encourager dans une certaine illusion. Il a pu croire qu'il avait franchi la barrière, puisque tout le monde parle de moi, il est invité dans les studios de télévision, il fait une émission qui a un retentissement considérable. Il y a eu un moment où tous les Français ont su qui était le docteur Solomidès, ce qu'il avait trouvé, ce qu'il affirmait avoir trouvé, et c'est-à-dire un médicament parfaitement capable de guérir le cancer, et non seulement de guérir le cancer, mais de le guérir sans effet secondaire traumatisant, ce qui est tout de même capital. L'avantage scandaleux, entre guillemets, de la découverte de Solomidès, c'est qu'elle est peu coûteuse. Alors ça, c'est déjà un handicap considérable, car un produit peu coûteux ne peut pas rapporter d'argent à beaucoup de monde, c'est très ennuyeux. Et deuxièmement, il n'y a pas d'effet secondaire, il n'y a pas de souffrance. Alors, vraiment, là, il casse la baraque. C'est plus possible. Il y a toute une industrie. Pas seulement, c'est vrai pour Solomidès, c'est vrai pour Prieuré, c'est vrai pour beaucoup d'autres. Vous introduisez une nouveauté qui détruit radicalement toute une structure organisée autour d'une production rentable, c'est obligatoirement la levée de bouclier. Ça ne peut pas être autrement. Alors, à la suite de l'émission de télévision de Georges Lecomte, du succès considérable qu'elle a engendré, donc la villa du docteur Solomidès est submergée d'appels et de lettres. On a même vu une queue de plusieurs dizaines de mètres dans la rue de la Marne, devant la villa Solomidès. Alors, c'est à la fois le succès, c'est en même temps le scandale. Tous ceux qui ne veulent pas que cette affaire-là continue vont tout faire, naturellement, pour empêcher Solomidès de continuer. Et c'est alors qu'un certain nombre de sommités de la cancérologie obtiennent du ministère de la Santé qu'il porte plainte pour exercice illégal de la médecine et de la pharmacie. Et c'est là où nous allons entrer, bien entendu, dans toute une suite de procès qui seront interminables, pendant lesquels Solomidès va se battre, évidemment, de toutes ses forces, mais qui vont tout de même le discréditer en partie, auprès des journalistes d'abord, car à partir du moment où on est traîné devant les tribunaux, évidemment, le doute s'installe, la présomption d'innocence, dont on parle beaucoup plus depuis, qui en fait a toujours existé, normalement,